Si je vous parle de déclin de l'humanité, à quoi pensez-vous? Une pandémie? Possible. Une série de catastrophes naturelles? Probable. Une météorite peut-être? Oui, peut-être. Ah non, encore plus rapide. Une guerre nucléaire. Ces scénarios sont plausibles, clairement. Mais le problème est que quand bien même on y échapperait, on risquerait de s'autodétruire de l'intérieur, et ce, sans même s'en rendre compte. Bien que nous sommes une espèce animale, si pour l'instant quelque chose nous sépare tout de même du reste des espèces, c'est sûrement en bonne partie notre conscience. Et notamment notre conscience réflexive, la pensée qu'on a sur nous-mêmes, sur notre propre pensée. Malheureusement pour nous, comme absolument chaque élément physique de chaque espèce, c'est une chose qui se développe, mais surtout qui peut sans problème disparaître si nous n'en avons plus l'utilité. Je ne vais pas vous refaire ici toute la démonstration de la sélection naturelle, c'est déjà dans cette vidéo. Mais pour résumer rapidement, au cas où vous ne maîtrisiez pas encore le terme, toutes les évolutions de la vie, que ce soit la taille et la forme des feuilles d'un arbre, la couleur du pelage d'un tigre, le nombre de tentacules d'une pieuvre, ou donc les capacités physiques et mentales de l'être humain, ne sont évidemment pas des choix conscients des espèces. Mais le simple fait que c'est à chaque fois la version la plus adaptée d'un individu par rapport à son environnement, ses proies et ses prédateurs, qui aura le plus de chances de survivre, donc de se reproduire, et donc de transmettre à sa descendance ses capacités uniques et avantageuses. Pour l'humain, comme je le disais, l'intelligence également est une conséquence de l'évolution, parce que c'est ce qui nous a permis de dominer les espèces plus fortes que nous physiquement. Et plus un humain était intelligent, plus il avait de chances de survie, etc. La conclusion de tout cela est que l'intelligence est construite, développée et maturée par l'évolution. Sauf que, comme vous le savez sûrement, l'évolution est un terme neutre, ni tourné vers le positif, ni vers le négatif. Ainsi, si l'évolution nous a permis d'être aussi intelligents, c'est parce que celle-ci nous a servi à survivre et à se développer. Mais donc on peut tout aussi bien la perdre si nous n'en avons plus besoin. Et là où une évolution physique s'observe assez facilement, un dégât psychologique et mental est bien plus insidieux. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est bien parce que c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Non, plus précisément, c'est exactement ce que nous sommes en train de nous infliger. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas à but moralisateur, et que je ne cherche ici qu'à énoncer quelques faits que je trouve importants à savoir, dont vous êtes libre de vous servir ensuite ou pas. En bref, examinons ensemble ce qui semble aujourd'hui avoir lancé le compte à rebours de la décroissance, de l'intelligence humaine. Je vais maintenant vous proposer un petit dilemme d'une expérience de pensée. Imaginez les souvenirs les plus heureux que vous ayez en mémoire, ceux qui vous comblent le plus. Et non, je ne veux pas faire sortir un détraqueur d'une malle en bois, désolé. Bref, imaginez ces souvenirs. Cela peut d'ailleurs être une période entière de votre vie. Maintenant, accepteriez-vous de replonger dans ces souvenirs pour les revivre continuellement, si bien sûr je vous garantis que jamais vous ne vous lasserez de les revivre? Eh bien, c'est exactement ce qu'ironise Rick et Morty dans l'épisode 7 de la saison 3. Je vous laisse avec l'extrait. Itération de la courbe de la limite centrale vit un Rick qui préfère travailler le bois plutôt que de plancher sur les questions de polarité. On l'appelle Rick le Simple, mais il est tout sauf simplet. Ça fait longtemps que Rick le Simple a compris que sa plus belle création, c'était sa fille. Moi j'adore mon papa! Nous avons enregistré ce moment d'émotion et le diffusons en boucle dans son esprit. Ses glandes cérébrales sécrètent alors des hormones qui sont ensuite versées dans chaque gaufrette de Rick le Simple. Retrouvez les saveurs d'antan, retrouvez toute l'émotion des moments de joie partagés. Goûtez les gaufrettes de Rick le Simple. Pas très réjouissant comme idée, n'est-ce pas? Mieux encore, plus tard dans l'épisode, un Rick s'étant rebellé et tué le Rick en question est libéré et récompensé par le patron de l'entreprise de gaufres. Il part donc vers sa nouvelle vie, un puissant sentiment de liberté en tête. C'était bien sûr sans compter sur le méchant patron qui le plonge dans une boucle infinie où il revit continuellement ce même souvenir, sans se rappeler à chaque fois qu'il vient de le vivre. Des shoots perpétuels de dopamine, l'hormone du bonheur, synthétisés ensuite en nectar pour gaufres. Et le point ambigu est que, objectivement, ce Rick est heureux. Ça, on ne peut pas le nier, car puisqu'il n'est pas conscient de la simulation, son corps est, jusqu'à ce que celle-ci s'arrête, dans un état d'harmonie le plus complet. Pas séduisant non plus comme idée, je vous l'accorde. Et pourtant, ce que Rick et Morty abordent de façon comique est quelque chose que l'on vit déjà tous au quotidien, simplement à un stade évidemment démultiplié. Vous l'aurez sûrement deviné, les contenus courts seront le premier outil qu'on étudiera dans cette vidéo. Ici, chaque scroll, chaque nouvelle traîne, chaque nouvelle vidéo, c'est un shot de dopamine. Une petite goutte de nectar pour gaufre. Sauf que pour l'instant, la gaufre reste encore notre cerveau. Mais on pourrait légitimement se poser la question de pourquoi ces shots de dopamine sont néfastes.
Pourquoi ce n'est pas juste un moyen simple et efficace de sécréter un peu de bonheur? Eh bien parce que, comme à peu près pour tout, le cerveau s'habitue à l'état présent, et donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, si le niveau de dopamine est haut en continu, ce qui est le cas avec la consommation de contenu court, alors cela servira de nouvelle base, une base qu'il faudra ensuite surpasser pour retrouver le même niveau de plaisir qu'au début. Et donc non seulement les contenus courts devront être consommés en plus grande quantité pour satisfaire de la même façon, mais surtout, le reste de votre vie paraîtra plus fade, puisque tout ce qui n'apporte plus assez de dopamine sera vu comme déceptif, développant, comme le montrent de nombreuses études, plus d'anxiété, de stress, voire même de comportements dépressifs. En soi, c'est logique, plus votre cerveau est confronté à des stimuli courts et intenses, plus il va apprécier, plus il va en redemander, et moins il sera serein de ne pas en avoir. Bon, c'est déjà embêtant comme ça, mais si je parle de ça dans cette vidéo, c'est que les effets vont en fait beaucoup plus loin. Voici une phrase de cet article résumant bien le problème. Le succès de TikTok réside dans son habilité à capturer et maintenir l'attention avec le moins d'efforts cognitifs possible. Alors, petit point cerveau avant de continuer. On va parler ici de mécanismes cognitifs qui comprennent à la fois les processus et les fonctions cognitives. Alors, il y a quelques distinctions entre les deux, mais pour simplifier un peu la compréhension et parce qu'on n'a pas besoin ici de s'en embarrasser, retenons que cela réfère aux capacités mentales permettant de percevoir, d'interpréter et de traiter l'information. En somme, ils sont vitaux pour le fonctionnement de la mémoire et de l'apprentissage, aussi de la pensée critique, donc en général du raisonnement, même pour le langage ou enfin pour l'attention, soit le fait de distinguer les stimuli pertinents des distractions inutiles. Et donc, comme l'annonce la phrase de l'article, les contenus courts sont particulièrement efficaces dans le fait de ne pas solliciter ces mécanismes du cerveau. Cette étude de 2024, par exemple, montre que lors de confrontations avec du contenu court type TikTok, Réel ou Short, chez les participants ayant initialement une certaine propension pour les substances psychoactives, on peut observer une réduction de la puissance θ dans la région frontale. En somme, le cerveau a plus de mal à résoudre les conflits et à maintenir l'attention. De même, une autre étude de 2021 observe grâce à un IRM une activation réduite du cortex préfrontal dorsolatéral et du cortex cingulaire antérieur. Bon, pas besoin de retenir les noms, mais seulement que ce sont des régions essentielles au contrôle exécutif et à la prise de décision, ce qui est notamment crucial pour l'apprentissage. S'il faut encore en rajouter, certaines recherches soulignent que les applications de vidéos courtes augmentent la charge cognitive, rendant difficile le traitement approfondi de l'information. En faisant défiler rapidement une vidéo après l'autre, le cerveau s'habitue à des stimuli brefs et riches en récompenses, comme sur le schéma qu'on voyait plus tôt, ce qui donc le conditionne à privilégier de brèves périodes d'attention au détriment d'une concentration soutenue, un impact terrible à long terme pour la mémoire. Et les études sur le sujet se multiplient récemment, et même si cela reste récent et demande un approfondissement encore plus important, chaque étude confirme un peu plus à chaque fois l'orage se profilant à l'horizon. Un orage qui pourtant, quand on le regarde, aura l'air d'un beau ciel bleu immaculé, parce que oui, évidemment le problème c'est que tout cela est plaisant pour le cerveau, qui ne demande en vérité qu'à être récompensé. La semaine dernière, en révisant mes cours de philosophie de l'art, je me suis rendu compte que quelque chose faisait étrangement écho à ce script de vidéo que j'étais en train d'écrire. Et ce quelque chose, on peut l'interpréter de différentes manières. Le sujet qu'on a étudié était la modernité, et un des auteurs majeurs ayant écrit dessus est Walter Benjamin. Dans son essai intitulé Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, il parle de la modernité, en l'occurrence la modernité parisienne à partir du 19e siècle, comme un choc permanent pour le cerveau, une accumulation de stimuli omniprésents. Autant de personnes réunies au même endroit, les vitrines, même l'arrivée des centres commerciaux, tout était profondément nouveau et intense à supporter. Selon moi, il y a deux manières d'aborder ce constat en relation avec les sujets d'aujourd'hui. Soit on voit dans TikTok et les autres contenus l'apogée de ce qui se prépare depuis la révolution industrielle, un coup de massue final qui finit le boulot de 200 ans d'évolution, ou alors on voit que des gens il y a plus de 100 ans théorisaient déjà ce danger, et que pour autant on a continué à se développer, à créer des technologies, des œuvres hors du commun, etc. Et que donc peut-être en fait, rien de tout ça n'est un danger. Qu'il faut simplement continuer à aller de l'avant et que l'on s'adaptera comme on l'a toujours fait jusque-là. Si vous voulez mon avis, je pense que la vérité se trouve un peu entre les deux. Déjà oui, on s'adaptera, ça c'est sûr, la nature est faite pour s'adapter. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'adaptation en question sera positive. Et donc mieux vaut rester attentif à la tournure que prendra l'évolution, et si on prend en compte toutes les études sur le sujet, la tournure en question ne semble pas radieuse pour nos capacités cognitives. Supprimer complètement ces outils n'est sûrement pas la meilleure option, mais ne rien changer et continuer à faire croître le rythme actuel n'est sûrement pas un chemin très viable non plus. Jusqu'à où pouvons-nous nous adapter aux stimuli constants? Est-ce qu'un jour on en fera une overdose? Difficile à savoir pour le moment. Le truc embêtant, c'est que même si c'est le cas, l'overdose ne nous tuera pas. Elle ne sera que le point final de l'affaiblissement total de nos capacités cognitives. Si tout cela prend plus place dans un climat prospère, le cerveau n'aura plus besoin de fournir d'efforts non seulement pour vivre, mais en plus pour être satisfait. Alors pourquoi développer ce qui ne sert plus à rien?
Si tel est le cas, le pire est donc qu'on ne s'en rendra sûrement même pas compte. Un peu comme Rick piégé dans sa plaisante illusion sans fin. Non, c'est en fait même pire puisqu'on s'y plonge dedans tout seul. Parfait, voilà exactement ce qui est décrit dans Wall-E en 2008. Bon, vous connaissez sûrement tous le petit robot seul sur Terre à trier les déchets. Un jour, il est emmené sur un vaisseau humain, et alors on découvre ce que nous sommes devenus. On se complaît dans un bonheur illusoire, et en poussant le curseur à ses limites, eh bien on ne fait plus rien. Ainsi, suite à une inactivité à long terme, autant physique que cognitive, les corps et les cerveaux se sont atrophiés. Alors on vit encore, bien sûr, mais voilà les conditions de cette existence. Voilà qui, encore une fois, ressemble drôlement au Rick à gaufre. Et ce scénario n'est pas invraisemblable. Comme on l'a vu, déjà aujourd'hui se profile une baisse de l'activité du cerveau face à l'utilisation de certains outils. En fait, Wall-E illustre littéralement le principe que j'évoquais au début de la vidéo. Si on n'utilise pas un système, au moyen terme il dégénère, et à long terme il disparaît. C'est le cas pour un muscle, mais c'est aussi le cas pour les parties du cerveau. Pour contrer cela, il faut apprendre. Wall-E met d'ailleurs clairement cela en exergue lorsque le capitaine ouvre pour la première fois une encyclopédie. Il s'illumine, réalise l'importance et le trésor que constitue la connaissance. Terre, partie du monde qui se distingue du ciel et de la mer. Définir. En effet, et je renvoie cette fois à cette vidéo de Micode qui développe en profondeur le sujet du cerveau, apprendre est plus que vital pour le développement de celui-ci. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on apprend, le cerveau accumule ces informations dans une partie appelée l'hippocampe. Et moins l'hippocampe va être nourri d'informations, plus il va s'atrophier, plus il sera ensuite compliqué pour nous de remobiliser des connaissances. Plus l'apprentissage sera une corvée, de même d'ailleurs pour la pensée et la réflexion, et enfin, plus il sera tentant de délester cet apprentissage à une intelligence subordonnée. Et oui, comme on le voit également dans Wall-E, certes le surdivertissement est une menace, mais elle n'est pas la seule. Une intelligence artificielle à laquelle on confie notre réflexion, on sait déjà tous de quoi on parle. Et oui, malheureusement, les IA semblent confirmer la règle que chaque progrès vient avec sa part d'ombre. Et c'est un danger de taille qui se présente alors devant nous. Là où la surstimulation du vertical nous transforme, la sous-stimulation par l'intelligence artificielle nous anéantit. Et on ne pourra même pas leur en vouloir, c'est littéralement ce pourquoi elles sont créées. Nous assister dans toutes nos tâches afin de nous simplifier la réflexion, le temps de recherche, la remémoration, en bref, nous simplifier la vie. Et tout cela parfaitement indifféremment aux conséquences potentiellement néfastes que cela pourra avoir sur nous au long terme. Leur but est donc de nous assister, de nous délester d'un peu de charge cognitive. Ni plus, ni moins. Leur objectif n'a jamais été de nous aider à développer encore notre intelligence. Et d'ailleurs, ça marche bien, puisque dans cette étude du MIT, qui a fait pas mal de bruit récemment, on voit que 55% de la charge cognitive nécessaire pour rédiger des textes sans aucune assistance diminuerait avec l'utilisation d'un LLM, mais donc avec comme conséquence un effet similaire à la surstimulation des contenus courts. Une sorte de dégénérescence cérébrale à long terme. Et cela couplé aux milliers d'années d'évolution ayant favorisé la paresse car le chemin de la facilité c'est souvent la survie, eh bien ça nous mène à un outil à double tranchant. Un tranchant que l'on peut utiliser comme outil pour fendre les limites de nos capacités, ou bien un tranchant que l'on utiliserait contre nous-mêmes. Une atrophie cognitive généralisée est déjà un problème philosophique en soi, mais il n'est pas le seul. En effet, plus ces outils sont utilisés largement, plus nous risquons une uniformisation de la pensée. Des travaux conduits par 2 chercheurs britanniques ont montré que lorsque des auteurs demandaient à ChatGPT d'améliorer leur texte, le gain individuel pouvait être important, cependant la créativité globale du groupe diminuait, puisque l'IA n'a pas besoin de s'embarrasser à aider d'une toute autre manière l'un ou l'autre. Et ce, principalement dû à son fonctionnement. En fait, la plupart des intelligences artificielles sont ce qu'on appelle connexionnistes pures. En somme, leur apprentissage s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels entraînés à partir de quantités phénoménales de données. Elles apprennent ainsi à générer, par des traitements statistiques et probabilistes, des réponses plausibles à toutes nos questions, d'où l'uniformisation de la pensée. Si vous et votre ami avez un questionnement similaire, là où initialement vous auriez pu prendre des chemins de pensée complètement opposés, ce qui est un fondement de la créativité humaine au passage, eh bien l'IA, elle, trouvera quelle réponse est la plus probablement correcte. Pour vous, comme pour votre ami. Par ailleurs, lié à cela, il paraîtrait que les intelligences artificielles pousseraient également vers une uniformisation de la langue. Cornell University, dans une étude, montre qu'elles auraient en effet tendance à faire sonner toutes les langues comme l'américain. Cela en plus de prioriser des valeurs et des manières de penser occidentales. Faisons une petite digression sur le langage. Nouvelle source si vous voulez approfondir ce sujet, cette vidéo de Lacrimosofia. Nous, on va se concentrer seulement sur un point, le langage comme fondement même de notre pensée. Sans langage, pas de réflexion construite. Si on ne connaît pas un mot, on sera incapable d'en penser le concept.
Et certes, le langage est un outil humain exceptionnel, mais il est également par définition une limite à la pensée. Le philosophe Ludwig Wittgenstein disait « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». Notre pensée est structurée par notre langage, et donc une langue peu développée en vocabulaire limitera les possibilités de pensée. Pour illustrer cela, c'est d'ailleurs une technique utilisée par des régimes autoritaires pour empêcher la population de se rébeller. Que ce soit en fiction dans 1984 de George Orwell, ou même dans la vraie vie avec le gouvernement de Donald Trump, il semble avoir compris la puissance du langage. Récemment, Donald Trump a non seulement détourné le sens de plusieurs mots, mais surtout, il en a interdit certains. La National Science Foundation, qui supervise la recherche scientifique américaine, a reçu en février une liste de 120 mots désormais sous surveillance dans le champ de la recherche. On y retrouve notamment tout le vocabulaire associé aux inégalités. Femmes, genre, racial, handicap, inclusivité, diversité ou encore discrimination et traumatisme. De même pour de nombreux mots relatifs aux sciences sociales, comme historiquement, socioculturel, socio-économique, biais ou systémique. Ces mesures creusent donc un gouffre terriblement vaste entre ces mots et notre capacité à les penser correctement. Alors bien sûr, c'est une conséquence à moyen et long terme, mais désormais la survie de ces concepts ne dépend plus que de nous. Une des conséquences au court terme concerne les domaines scientifiques, puisqu'en interdisant ces mots, cela complique grandement la publication d'articles et de recherches les concernant. La société américaine est donc littéralement privée des avancées de la science et de la connaissance. En réduisant le périmètre du langage, Trump diminue donc insidieusement le champ de pensée des individus. Voilà qu'on en revient au chapitre de la vidéo, les IA. Ainsi, en lissant les langages, elles réduisent les chemins uniques de pensée des différentes populations, des différentes cultures. Certaines langues contiennent pourtant des spécificités, des mots qui leur sont propres et qui rendent singulières les façons de penser des gens qui la parlent. Par exemple, le mot wabi-sabi en japonais décrit une vision du monde centrée sur la beauté des choses imparfaites, incomplètes et éphémères. Ainsi, les Japonais peuvent conceptualiser beaucoup plus simplement cette vision précise, là où nous devons faire un effort mental un peu plus important. Un exemple plus marquant, pour reprendre celui de la vidéo de Lacrimo Sophia, dans la langue turque, on ne peut pas dire simplement qu'il pleut. Il faut justifier si nous l'avons vu par nous-mêmes ou si quelqu'un nous l'a dit. Et si c'est nous, eh bien comment on l'a déduit, etc. De cette manière, la langue oblige en quelque sorte à marquer la source de la connaissance, ce qui permet aux enfants de développer beaucoup plus rapidement une conscience de la distinction entre savoir direct et indirect, soit ce que vous avez appris par vous-même, ou bien ce qui vous a été raconté. Ainsi, cela pousse à questionner les sources, vérifier qui a dit l'information et la fiabilité de ce dernier, ayant pour conséquence d'introduire la notion d'esprit critique très tôt. Et oui, il est probable qu'il y a un tas de choses auxquelles vous ne pensez pas, seulement parce que vous n'avez pas les mots pour les exprimer. Évidemment, ce ne sont ici que des exemples isolés de tous les trésors dont regorgent les différentes langues à travers le monde, et qu'il serait bien dommage d'effacer. Et même, un autre risque sous-jacent à cette réduction linguistique est que dans un futur assez éloigné, nous ne soyons même plus en capacité de comprendre les mots que les auteurs employaient, et donc plus en capacité de comprendre pleinement leurs pensées. Enfin, outre les champs de pensée, un autre risque majeur de la surutilisation des intelligences artificielles concerne une baisse de notre pensée critique. Une étude menée par Microsoft auprès de 319 travailleurs du savoir montre notamment une corrélation négative entre la fréquence d'usage des outils d'IA et le score de pensée critique, avec l'échelle de Bloom. L'étude conclut à un déchargement cognitif qui s'amplifie lorsque la confiance dans le modèle surpasse la confiance sur ses propres compétences, ce qui est très souvent le cas. Or, garder un esprit critique à l'affût est crucial, car ces IA peuvent non seulement se tromper ou répercuter des biais, mais également dissimuler l'information ou simuler la conformité. Comme vous l'avez déjà sans doute expérimenté, ou du moins observé, elles ont une certaine propension à mentir sans le laisser transparaître. Sauf que si vous n'êtes pas en capacité de le savoir, eh bien vous apprenez du faux, si même vous l'apprenez. Alors un peu de nuance tout de même, ce sont des erreurs qui ont depuis été réduites, bien que cela reste présent et qu'il y a peu de chances que cela disparaisse complètement, puisque comme évoqué plus tôt, les IA génèrent des réponses par probabilité, donc même si la question est insensée, elles auront tendance à répondre ce qui pourrait être le plus probable. Ainsi, avec une uniformisation de la pensée couplée à une baisse de l'esprit critique, manipuler une population entière devient très simple. Trop simple. C'est d'ailleurs un projet largement évoqué dans des œuvres fictionnelles dystopiques, comme par exemple 1984 que j'évoquais tout à l'heure. Dans ce roman, Orwell développe même exactement le scénario que l'on a évoqué avec Trump, mais en illustrant les conséquences à moyen long terme. Soit un gouvernement ayant modifié la langue afin de limiter les champs de pensée de la population, et qui en conséquence perd son esprit critique, puisqu'ils ne peuvent même plus penser à l'idée de rébellion. Et avec l'IA, l'effet est même accéléré à cause de la surconfiance que l'on vient d'évoquer. Conclusion, tant qu'on le possède encore, cultiver notre esprit critique est crucial. D'ailleurs, même en s'éloignant du domaine de politique, dans le domaine scientifique, l'esprit critique et de contradiction est indispensable pour tout avancer. C'est en remettant en question les constats antiques défendus par Aristote, Ptolémée ou encore Archimède que l'on a pu découvrir le système héliocentrique.
C'est avec ce même esprit critique qu'Einstein est venu compléter les théories certes révolutionnaires, mais dans certaines mesures incomplètes de Newton sur la gravité. En effet, les théories scientifiques ne sont jamais prouvées vraies, elles ne peuvent qu'être prouvées fausses. Mais pour cela, un esprit critique est profondément indispensable. D'autant plus que c'est notamment en remettant en question ce qui nous est dit que le cerveau va fonctionner, activer les parties liées à la mémoire, à la réflexion, etc. En bref, il faut réfléchir pour que le cerveau ait encore un intérêt à se développer. Malgré tout cela, évidemment que l'IA peut être un levier formidable pour l'intelligence, mais à la seule condition que nous restons capables de penser, d'écrire et de créer sans elle. Les chercheurs de l'étude du MIT qu'on a vu un peu plus tôt ont même révélé que les participants qui prenaient soin d'organiser leurs idées avant d'avoir recours à l'IA pour reformuler ou enrichir leur texte bénéficiaient au contraire d'une stimulation cérébrale accrue. Leurs réseaux neuronaux se montraient plus actifs, leur mémoire plus solide. Loin d'appauvrir la réflexion, l'IA utilisée intelligemment devenait alors un partenaire, un miroir critique capable d'affiner le propos. En fait, encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment le point central de la vidéo, mais contrairement à 1984, dans Wall-E, ce n'est pas par la force que l'humain s'est fait lobotomiser. Ce n'est pas par la force que la machine a pris le contrôle sur lui. C'est lui-même qui a plongé vers son déclin. Et mon point n'est pas de dire que c'est mal. Je peux même affirmer avec assez de certitude qu'il n'y a pas de mal à ça. Je vous renvoie à ce sujet à ma dernière vidéo. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais il est important, je pense, d'être conscient de ce vers quoi on pourrait bien se diriger. L'écrivain de science-fiction Alain Damasio disait « La technologie nous donne du pouvoir et nous retire de la puissance ». Et selon moi, évidemment qu'il faut chérir ces nouveaux pouvoirs. Ce serait conservateur et absurde de tout jeter. Mais il serait également quelque peu utopiste de considérer que tout n'apporte que du bénéfice. Alors bien sûr, dans tous ces scénarios, on vit. Et en soi, finalement, on continue le cycle de la vie, qui n'existe que pour continuer à exister. Cependant, puisque l'évolution nous a dotés de conscience, nous sommes encore pour le moment capables de faire un choix. Continuer à la développer, continuer à comprendre l'infinité du monde, chercher ses limites, continuer à apprendre de nous-mêmes, continuer à créer, inventer, imaginer, découvrir. Ou bien se laisser sombrer pas à pas dans le doux déclin de l'humanité. Comme à chaque fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, j'en discuterai avec plaisir avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Aimis.